Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins. Soit l'occasion d'expliquer ce que c'est que l'ère portugais. Néanmoins, après avoir évoqué le traité de la réforme de l'entendement, le traité théologico-politique, la correspondance de Spinoza et son traité politique tout court, c'est avec le court traité que nous allons achever ce parcours en compagnie de son traducteur, Joël Gano, et d'Aurélie Morin, qui est doctorante en fin de thèse, dont les recherches actuelles, effectuées sous la direction d'Emmanuel Catin, portent essentiellement sur le troisième genre de connaissances dans la pensée de Spinoza. Aurélie Morin, qui est en duplex avec nous depuis Clermont-Ferrand. De ce livre, écrit à l'âge de 20 ans et dans un état de somnambulisme et d'inconscience à peu près complet, je ne puis dire que j'aimerais changer telle ou telle expression, supprimer tel ou tel paragraphe, modifier tel ou tel jugement à l'emporte-pièce. Rien, du point de vue de l'écriture, n'y étant à sauver. Ce constat m'est d'autant plus cruel que ces défauts d'écriture qui fleurissent, hyperbolisme, véhémence, outrance verbale, interpellation au lecteur, impudicité mal recouverte par le recours stylistique à un « nous » aussi insolite qu'injustifiable, sont précisément de ceux qui me rebutent personnellement le plus en toute œuvre, qu'elle soit philosophique ou autre. Ces défauts sont d'ailleurs aussi ceux auxquels je m'en prenais paradoxalement déjà dans ce livre même, par exemple à propos de Rousseau ou de Beethoven, illustrant ainsi, et à mes dépens, l'éternel apologue de la paille et de la poutre. Si je me décide pourtant à exhiber à nouveau un ouvrage qu'à bien des égards il serait préférable de tenir caché, c'est qu'il me semble que la présomption de son écriture ne traduit pas pour autant une outrecuidance de la pensée, que si la forme est condamnable, le fond tient. Questi pasti saron pro, fatto matto il tuo. Bonjour Joël Gano. Bonjour. Bonjour et bonjour Aurélie Morin, êtes-vous avec nous ? Oui. Ah, vous êtes là. Parfait. Je suis bien là. Alors, tout va bien. Enfin, vous êtes là, vous n'êtes pas là, mais vous êtes là. Vous êtes en duplex. Et nous, on est au studio 107 de la maison de Radio France, ce qui nous vaut de faire d'ailleurs des acrobaties techniques depuis le début de cette semaine. Une semaine qui, pour nous, est en forme de journée. Et une semaine qui s'achève donc avec la lecture et le commentaire du court traité dans les nouveaux chemins de la connaissance. Le texte qu'on a entendu n'est évidemment pas de Spinoza lui-même, car sinon Spinoza aurait parlé de Beethoven et de Rousseau, mais de Clément Rosset, qui, à mon sens, est peut-être ce qu'au XXe siècle et au XXIe siècle Spinoza a produit de meilleur, et qui, en l'occurrence, revient sur la réédition de son livre « La philosophie tragique ».
Et Clément Rosset dit ceci d'assez intéressant, il dit « Si la forme est condamnable, le fond tient ». Et je voudrais vous proposer à l'un et à l'autre, Joël Gano, Aurélie Morin, d'appliquer cette formule au court traité de Spinoza lui-même, une œuvre de jeunesse, comme Bastien et Bastienne pour Mozart, qu'il a composé à 11 ans, une œuvre de jeunesse donc, dont si la forme est condamnable, si les formules à l'emporte-pièce ne sont pas celles qu'on retrouvera dans l'éthique, le fond, pour autant, tient déjà. Joël Gano. Il se trouve que malheureusement Spinoza ne nous a pas éclairés sur ce sujet et que cette belle lecture de Clément Rosset est un regard rétrospectif sur quelqu'un qui avoue une sorte de péché de jeunesse, ce que Spinoza n'aurait de toute manière jamais fait, le regret ou le remords étant une passion triste. Mais cette belle lecture pose la question de la place du court traité dans l'œuvre de Spinoza. Chronologiquement, c'est-à-dire avant ou après le traité de la réforme de l'entendement. Si c'est avant, ce serait parce que le traité de la réforme donne l'impression d'une écriture plus aboutie, plus méthodique, plus rigoureuse et rationnelle. Du point de vue systématique, Filippo Minini, qui est toujours le grand spécialiste du court traité, est persuadé, lui, que le court traité est postérieur au traité de la réforme de l'entendement, c'est-à-dire qu'avec toutes ses difficultés, tout son côté rocailleux, cette superposition au moins à 4 étages de texte du court traité, il vient après le traité de la réforme. Donc, texte d'un Spinoza précoce, texte qui contient ce qu'Alexandre Matron appelait un paléospinozisme, ça certainement. Premier texte de Spinoza, pas nécessairement. Alors qu'il soit premier chronologiquement ou non, il est intéressant de noter qu'à la différence du traité de la réforme de l'entendement, la forme du court traité, et notamment d'ailleurs l'appendice du court traité, ressemble d'assez près à ce que sera la forme de l'éthique, la forme rigoureuse ou démonstrative de l'éthique, même s'il y a dans le court traité des interludes sous la forme de dialogues qui, eux, n'ont pas du tout leur place dans l'éthique. Mais Aurélie Morin, est-ce que vous seriez d'accord pour qualifier le court traité de diamant mal taillé ? Quelle que soit finalement la date de rédaction du court traité, ou qu'il soit antérieur ou postérieur au traité de la réforme de l'entendement, il est sûr que Spinoza, finalement, à mes yeux en tout cas, il est sûr que le fond tienne bon déjà. Bien qu'effectivement il y ait des idées cartésiennes dans le court traité ou néo-platoniciennes, je pense notamment à Léon l'Hébreu, la plus grande partie des thèses qui sont défendues dans ce texte se retrouveront dans le Spinoza de la maturité, dans le Spinoza de l'éthique évidemment, mais déjà un peu plus tôt même dans le Spinoza du traité théologico-politique. Notamment l'interaction de l'âme sur le corps, bien que le court traité affirme déjà affirme encore d'une manière tout à fait cartésienne que le corps, sous certains aspects, agit sur l'âme, que l'âme agit en retour sur le corps. Et bien quand même, Spinoza essaie de limiter ces effets-là, et on se rend bien compte que même s'il est quand même reste encore cartésien, il hésite quand même à aller jusque-là, ou en tout cas, il émet des réserves. Donc, à mon sens, on est quand même déjà... Enfin, le court traité se trouve assez proche du Spinoza de la maturité. Je crois qu'on ne peut pas faire du court traité un texte simplement cartésien ou néo-platonicien. C'est bien un texte de Spinoza, et finalement, même si par la suite on aura un tournant dans la pensée de Spinoza, voilà, c'est quand même un texte qui tient bon finalement, si je puis dire. Dont le fond tient. Ouais. Sacha Guitry, Aurélie Morin et Joël Gano disaient que des esquisses qu'il adorait, que le charme des esquisses venait du fait qu'elles n'étaient pas un début,
mais l'essentiel, de même d'ailleurs que la première impression est souvent la bonne et qu'à cet égard il faut s'en méfier, de sorte que cette œuvre de jeunesse ou de sagesse est peut-être à prendre du point de vue d'un philosophe ou d'un apprenti philosophe, comme, je sais pas moi, les plaisirs et les jours chez Marcel Proust ou le Contre Sainte-Beuve, la première éducation sentimentale de Flaubert, les premiers poèmes de Victor Hugo, le premier opéra de Mozart, dont la mélodie nous accompagnera aujourd'hui. Qu'en dites-vous, Joël Gano ? Alors, il se trouve qu'on ne peut pas séparer cette lecture de l'intervention du court traité en fin de XIXe siècle, puis dans le courant du XXe, et qu'on connaît déjà l'éthique. Et on a de Spinoza cette image du more geometrico, c'est-à-dire d'une rigueur mathématique dans l'exposé des axiomes, des théorèmes, des scolies, et du coup, rétroactivement, le court traité semble un peu brouillon, semble un peu premier jet. Alors là-dessus, il me semble qu'il y a une idée relativement simple, c'est que Spinoza s'adresse toujours, en tout cas dans ses premiers écrits, s'adresse toujours à un lectorat avec une représentation de ce lectorat. C'est-à-dire que s'il s'adresse dans le traité de la réforme de l'entendement, Alexandre Matron l'a bien montré, s'il s'adresse à un public plutôt de cartésiens, le traité de la réforme va s'arrêter au moment où Spinoza va dire quelque chose de spinoziste, mais que les cartésiens ne peuvent pas entendre. L'identité de l'idée que j'ai, l'idée vraie, et de l'essence même de la chose, le moment où il devrait avouer que finalement mon âme n'est rien d'autre que l'idée de mon corps ou quelque chose de ce genre. Là, dans le court traité, il y a ce même problème. Est-ce que Spinoza est encore un peu brouillon avec ses appendices pré-more geometrico, ou carrément more geometrico après tout. Oui, la toute fin du court traité est écrite selon la méthode géométrique qu'il appliquera dans l'éthique ensuite. On sent l'éthique arriver. Et d'un autre côté, manifestement, ce qui est le premier Spinoza, le dialogue, le premier dialogue entre l'entendement, l'amour, la concupiscence, la raison, Spinoza s'adresse à des lecteurs qui sont peut-être autres. Et donc, le caractère un peu étrange du court traité n'est peut-être pas dû à Spinoza, mais à son intérêt constant, et jusqu'à la fin, jusqu'au traité politique, l'intérêt constant qu'il a pour ceux à qui il s'adresse. Alors on va revenir sur ce sentiment, cet intérêt que Spinoza porte à ceux à qui il s'adresse avec vous, Aurélie Morin, mais je voudrais d'abord qu'on entende, puisque vous le citez, Joël Gano, et c'est, je dois dire, un délice de lecture, nos auditeurs vont pouvoir s'en rendre compte, je voudrais qu'on entende justement ce dialogue entre l'entendement, l'amour, la raison et la concupiscence, et c'est Georges Claes qui nous le lit. Amour. Je vois, frère, que mon être et ma perfection dépendent totalement de ta perfection. Et puisque la perfection de l'objet que tu as conçu constitue ta perfection, et que de la tienne, à son tour, provient la mienne, dis-moi donc alors, je te prie, si tu as conçu un être tel qu'il soit souverainement parfait, ne pouvant être limité par quelque chose d'autre, et dans lequel je sois aussi compris. Entendement. Pour ma part, je ne comprends pas la nature autrement que dans sa totalité infinie et souverainement parfaite. Et toi, si tu en doutes, demande-le à la raison, elle te le dira. Raison. La vérité de cela est pour moi indubitable. En effet, si nous voulons limiter la nature, nous devons alors, ce qui est absurde, la limiter avec un néant, et cela malgré les attributs suivants, à savoir qu'elle est une, éternelle, existant par elle-même, infinie. Nous évitons cette absurdité en établissant qu'elle est une unité éternelle, infinie, omnipotente, etc. C'est-à-dire la nature infinie est tout ce qui est compris en elle. Et la négation de cela, nous l'appelons le néant. Concupiscence. Mais comme cela s'accorde merveilleusement que l'unité convienne avec la diversité que je vois partout dans la nature. Mais comment ?
je vois que la substance pensante n'a rien en commun avec la substance étendue et que l'une limite l'autre. Joël Gano et Aurélie Morin sont les ultimes invités d'une semaine sur Spinoza. Nous parlons aujourd'hui du court traité. Aurélie Morin, avant d'en venir au texte que Georges Claes vient de nous lire, votre sentiment sur ce que Joël Gano disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'attention que Spinoza porte à son destinataire dès le court traité. Je suis absolument d'accord et je crois qu'effectivement c'est absolument flagrant dans ce texte-ci. On voit qu'effectivement Spinoza ne sait pas trop finalement, ou en tout cas essaie de... Ou donner de la tête. Et c'est en tout cas, oui, ou se donner de la tête, ou en tout cas, s'il est plutôt cartésien, ou s'il doit s'en écarter, ou s'il doit rester attaché à la tradition ou pas. Et je trouve que c'est assez flagrant dans le texte qui vient d'être lu, quand il est question d'attributs, alors qu'un petit peu plus tard, même dans le texte même du court traité, dans les chapitres qui suivent, Spinoza dira très clairement que l'unité, l'éternité, l'existence par soi ne sont pas des attributs, contrairement à ce qui est dit ici dans ce texte, mais des propres et des dénominations extrinsèques. Autre différence d'ailleurs avec l'éthique, Oui. Spinoza commence par la démonstration de l'existence de Dieu, qui n'intervient dans l'éthique qu'à la 11e proposition de la première partie. Ici, Dieu intervient avant la substance, alors que dans l'éthique, Spinoza aura besoin d'expliciter, de déployer tout ce qu'est la substance, en tout cas une partie de ce qu'elle est, disons ce qu'elle est en tant que totalité, avant d'en venir à la démonstration de Dieu. De même d'ailleurs, il parle de Dieu comme d'un tout, et non pas comme de la nature. Nous ne sommes pas dans le court traité, dans la fameuse équivalence spinoziste qu'on trouve dans l'éthique du Deus sive natura, c'est-à-dire du Dieu, c'est-à-dire la nature, Joël Gano. Une fois encore, peut-être que nous y sommes déjà, peut-être que Spinoza y est déjà, mais que ceux à qui il s'adresse, peut-être ce que Mainzma a appelé le cercle spinoziste, justement, n'est pas prêt à l'entendre. Peut-être que ce qu'il dit là est une façon de préparer son auditoire, un cercle d'amis, à entendre ce qu'il aura à dire et qu'il serait difficile à l'époque d'accepter de manière directe et spontanée. Si je vous dis qu'il en a déjà l'intuition, est-ce que vous me dites que c'est un effet rétroactif d'un lecteur de l'éthique ? Une fois encore, cette lecture rétroactive a fait beaucoup de mal au court traité. Justement. Je pense que oui, c'est-à-dire qu'il est déjà... donc il y a deux choses, effectivement, Aurélie Morin avait raison de le rappeler, il y a deux choses qui sont en contradiction stricte avec l'éthique, sauf véritablement acrobatie d'interprète. L'interaction des attributs, c'est-à-dire le fait qu'il y ait influence d'un attribut sur l'autre ou causalité d'un attribut sur l'autre, il faut préciser ce qu'il entend par attribut ici. Donc ce sont les façons de s'exprimer de la substance infinie, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire la nature. C'est-à-dire toute chose. C'est-à-dire toute chose. La manière... Alors, le plus fascinant, on est limité parfois, comme disait Bernard Rousset, par notre faible spinozisme, c'est-à-dire que nous avons du mal à saisir ce qu'il veut dire, mais la substance s'exprime à travers une infinité d'attributs également infinis. Nous n'en connaissons que deux parce que les hommes ne sont faits que de ces deux attributs, à savoir la pensée et l'étendue. Nous sommes des modes produit à travers ces deux manières de faire qu'a la substance, et notamment donc penser... Alors, que seraient ces autres attributs en nombre infini ? Voilà, évidemment, nous ne pouvons qu'imaginer et nous n'y parviendrons pas.
Il y a autre chose qui oppose le court traité à l'éthique, c'est la passivité de l'entendement. Dans l'éthique, clairement, l'entendement est le moment d'un dynamisme mental, d'un dynamisme de la pensée, qui fait que je suis au sommet d'une béatitude dans l'action et qui a fait de Spinoza quelqu'un qu'on a rangé sous le titre de post-stoïcien, parce que voilà, le bonheur est dans l'acte, pas dans la passivité. La connaissance est une activité. La connaissance devenant activité au moment où elle se fait entendement. Or, dans le premier dialogue que nous venons d'entendre, vous voyez que l'entendement délègue la réponse à la raison. C'est-à-dire que tout à coup, l'entendement qui reçoit une question en provenance de l'amour, ne répond pas et dit demande à la raison ce qu'elle a à dire. Et puis viendra ensuite la concupiscence qui, elle, proposera toutes les fausses solutions. Et on ne peut pas ne pas rapprocher cette délégation de compétences de toute une partie de la seconde partie du court traité, où l'entendement est saisi comme passif, c'est-à-dire qu'il est ce qui reçoit d'une certaine manière la réalité même, la vérité même, sans y intervenir pour détourner le sens réel des choses, l'expression même de ce qu'est la substance ou de ce qu'est Dieu. Joël Gano, si l'entendement reçoit les choses comme passives, c'est que donc Spinoza et Aurélie Morin, je voudrais vous entendre là-dessus, c'est que Spinoza, peut-être, a encore une conception substantielle de l'entendement, au fond un entendement qui ne serait pas solidaire de l'acte de connaître. Un entendement qui pourrait, comme on reçoit un accident, comme on est accidentellement blond de gauche ou de droite, je ne sais pas, l'entendement recevrait des informations dont sa propre constitution ne dépendrait pas. Et au fond, il y aurait de ce point de vue encore un cartésianisme de Spinoza, puisqu'il continuerait d'envisager les choses sous l'angle du sujet pensant qui reçoit les informations de l'extérieur, mais dont l'activité de pensée ne détermine pas sa nature de sujet pensant. Il est pensant avant de penser, de la même façon que l'entendement existe indépendamment de l'activité de connaître, Aurélie Morin. Je crois finalement que, effectivement, Spinoza est là tributaire de toute une tradition, mais je crois vraiment finalement qu'on ne peut-être pas suffisamment comprendre cette passivité de l'entendement ou de la connaissance sans faire appel à la distinction passion-affect finalement qui apparaîtra dans l'éthique et qui, à mes yeux, n'apparaît pas en tout cas déjà dans le court traité. Je crois vraiment que finalement, pour Spinoza, dans le court traité, tous les affects ne sont que des passions. Donc, à partir de là, effectivement, Spinoza est bel et bien obligé finalement de définir la connaissance comme passivité, puisque les passions dérivent de la connaissance. Venons-en aux objections de la concupiscence. Vous avez parlé tout à l'heure, Joël Gano, de la concupiscence. Alors, la concupiscence a le mauvais rôle dans ce dialogue à quatre, dans ce quadrille, pour rester encore une fois dans une terminologie guitriste. La concupiscence a le mauvais rôle. C'est la concupiscence cartésienne d'ailleurs, quand même. Cartésienne ou idéaliste, c'est celle qui dit « Il n'est rien de réel dans la nature en dehors de la pensée humaine » et qui emploie des arguments d'autorité et à qui la raison d'ailleurs répond un peu plus loin « Je vois bien que tu bats le rappel de tous tes amis contre moi, tu n'as pu réussir avec tes raisons trompeuses, tu tentes maintenant de le faire avec des mots ambigus, comme le font ceux qui prennent parti contre la vérité. » La raison parle de la concupiscence sur le ton que Spinoza lui-même emploiera pour s'adresser par exemple dans sa correspondance à Albert Burg, son élève qu'il a tant déçu, ou bien au plus cartésien, c'est-à-dire au plus sot quand même, à ses yeux, l'expression est de lui, de ses adversaires, Joël Gano. Oui, on pourrait considérer que Spinoza, dans son cercle, dans le cercle de ses proches, bien des déceptions. On a en particulier cette idée que Filippo Mignini a utilisée pour définir le court traité, que ce serait, contrairement à l'éthique qui tend vers le troisième genre de connaissance, qui est un genre de connaissance de type intuitif et d'entendement, qu'il y aurait là une sorte de science des êtres de raison. C'est-à-dire que le court traité ne serait pas un brouillon de l'éthique, le court traité serait ce que peut faire Spinoza
pour s'adresser à un certain nombre de ses amis qui sont aptes à entendre un certain nombre de choses, inaptes à entendre d'autres. Il y a 2 cas de figure très très clairs. Dans la première partie, il va dire qu'il expose un certain nombre de propres de Dieu, des propriétés de Dieu, proprium, lesquels ne sont pas en Dieu, lesquels ne sont pas véritablement des attributs de Dieu. Alors, pourquoi il passe son temps à les décrire, la prédestination, la providence, il dit en gros que ça n'est pas en Dieu. Alors là, on voit très bien la ruse. Il appelle providence, en fait, ce qui s'appellera dans l'éthique le conatus. Au fond, par providence, j'entends la tendance de tout être à persévérer dans son être et à même passer à un état supérieur. Idem quand il s'agit de la deuxième partie et de l'homme, c'est-à-dire cette fois la deuxième partie du court traité, la deuxième partie du court traité, et de cette fois ce qui concerne l'homme et ses affects. Alors il nous fabrique cette fiction de l'homme parfait, comme d'ailleurs dans le traité de la réforme de l'entendement, il parlait d'une nature supérieure de l'homme, mais cet homme parfait, il n'y croit pas de seconde. Il nous dit que c'est un être de raison, c'est ce que je perçois de moi si j'étais mieux, compte non tenu des causes extérieures qui, de fait, me limitent, m'interdisent d'être plus parfait que je ne suis. Ça, finalement, c'est assez cartésien comme façon de faire, d'ailleurs, parce que l'idée d'une perfection ne peut pas venir de nous-mêmes, puisque nous sommes imparfaits, et la démonstration de l'existence de Dieu que Descartes lui-même emprunte à bien des prédécesseurs repose aussi sur l'intuition d'une perfection dont je ne dispose pas. Vous avez cité le texte dans lequel Spinoza parle de prédestination. C'est effectivement un vocabulaire. Quand on lit l'éthique, c'est un vocabulaire qu'on ne s'attend pas à retrouver sous la plume de Spinoza, et pourtant c'est un mot de Spinoza, et voici, lu par notre Spinoza, Georges Claes, l'un des textes du court traité dans lequel il est question de prédestination. Georges Claes est éternel, et en particulier aujourd'hui. Nous nions que Dieu puisse s'abstenir de faire ce qu'il fait, et nous le prouverons également en traitant de la prédestination, où nous montrerons aussi que toutes les choses dépendent nécessairement de leur cause. En outre, cela se démontre également par la perfection de Dieu, car il est indubitablement vrai que Dieu peut tout produire aussi parfaitement qu'il le conçoit dans son idée. Et comme les choses qui sont conçues par lui ne peuvent être conçues par lui plus parfaitement qu'il ne le fait, ainsi, toutes les choses peuvent être produites par lui si parfaitement qu'elles ne pourraient provenir de lui en étant plus parfaites. En second lieu, lorsque nous concluons que Dieu n'a pu s'abstenir de faire ce qu'il a fait, nous le déduisons de sa perfection, car ce serait une imperfection que de pouvoir s'abstenir de ce qu'il fait. Cependant, nous ne posons pas en Dieu une cause subordonnée initiale qui l'aurait amené à agir, car alors il ne serait pas Dieu. Joël Gano et Aurélie Morin sont les invités de cette ultime émission d'une semaine sur Spinoza, non pas l'ultime émission sur Spinoza, c'est promis, mais l'ultime émission de cette semaine en tout cas, une semaine que nous avons délibérément consacrée aux autres textes de Spinoza, c'est-à-dire tout sauf l'éthique. Et c'est à cet égard donc du court traité que nous parlons aujourd'hui, un texte de jeunesse de Spinoza dont les biographes disputent de la question de savoir s'il précède ou s'il vient juste après le traité de la réforme de l'entendement. Ce qui nous importe ici, c'est d'observer, ce qu'on a fait au début de cette émission, que le court traité et l'éthique se ressemblent davantage que le traité de la réforme de l'entendement et l'éthique, et pourtant, il y a tant de différences. Aurélie Morin, reste à savoir si ces différences sont des effets de vocabulaire
contraire, ou si elles engagent chez Spinoza des options, des choix, et j'emploie à dessein ce mot ici, qui n'est pas très spinoziste, qu'il aurait fait et sur lesquels il reviendra ensuite pour composer l'éthique, son opéra. D'abord, Spinoza parle de prédestination, qui en fait est l'autre nom d'une nécessité absolue. Et puis, quand il parle de Dieu, Spinoza emploie vraiment des termes qui ne sont pas du tout les siens plus tard, hein. Il parle d'une plénitude de bonté, de la simplicité de sa volonté. Du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu, mais ça, il en parlera ailleurs. Il emploie des expressions qu'on retrouve dans l'éthique, nature naturante, nature naturée, mais enfin, il parle par exemple de l'amour de Dieu pour l'homme. Il conserve de façon générale le vocabulaire de la création. Il emploie le mot de providence. Alors, Spinoza se distingue déjà de ceux qui, après Descartes, voudront soumettre Dieu à l'ordre de la bonté. Il y a déjà l'idée d'une neutralité divine. Mais enfin, quand il parle de perfection, Aurélie Morin, il est difficile de penser que, comme ce sera le cas dans l'éthique, la perfection est d'abord une neutralité morale totale. Il y a quelque chose de valorisant dans la perfection dont il parle ici. Qu'en dites-vous ? Effectivement, bon, je pense qu'effectivement, il y a une énorme tension finalement entre le court traité et l'éthique. En même temps, moi, je vois de véritables points communs. Bien que dans l'éthique, il ne parlera plus de propriété véritablement pour désigner ce que là, il oppose aux attributs divins. Alors finalement, pourquoi emploie-t-il ici le mot propriété, si ce n'est peut-être pour régler ses comptes avec la tradition et pour dire... finalement, voilà, moi je m'oppose, je dénonce comme faux, bien que finalement dans l'éthique, il dira qu'il ne faut pas dénoncer le faux, puisque le faux, même déjà dans le court traité... C'est un début de connaissance, hein. Le faux, effectivement, se détruit, est détruit par la vérité. Donc, il n'aime pas véritablement régler ses comptes, mais là, effectivement, moi, je vois finalement... pourquoi emploie-t-il de propriété ? Je pense effectivement que c'est pour dire, voilà, moi, je vais parler d'attributs, je vous dis quand même ce que les autres pensent des propriétés, et je m'oppose à cela. Mais voyez par exemple une différence frappante. Joël Gano n'est pas d'accord avec vous d'ailleurs, hein. On va revenir là-dessus. Une différence frappante. Il dit dans le court traité, tous les êtres et tous les ouvrages qui sont dans la nature sont parfaits. Dans l'éthique, il dit par réalité et perfection, j'entends la même chose. Mais ça, c'est pas la même chose. Plus exactement, les deux phrases ne sont pas équivalentes. L'homme qui dit tous les êtres et tous les ouvrages qui sont dans la nature sont parfaits, cet homme-là n'a pas tout à fait renoncé à s'émerveiller de la beauté des choses, voire peut-être à y trouver un sens. C'est du moins l'idée que je vous propose. Quand il parle de l'amour de Dieu pour l'homme dans le court traité, dans l'éthique, il dira « Quiconque aime Dieu d'un amour véritable ne peut faire effort pour que Dieu l'aime en retour ». Il y a là alors là pour le coup des solutions de continuité chez Spinoza qui sont criantes, non, Joël Gano ? Mais ces différences viennent-elles d'un écart dans la maturité de la pensée spinoziste, d'un décalage entre le court traité? Quand même, quand on dit que c'est un écrit de jeunesse, je ne sais pas comment vous vous considériez à 30 ans, mais enfin, en gros, il a écrit le court traité, il devait avoir autour de 28-30 ans. En gros, c'était 1660, hein, tout de même. Donc, un écrit du début, comme la critique de la raison pure. Certes, un écrit du début, mais un écrit de trentenaire. Donc, ça n'est pas non plus un gamin de 12 ans. Qui compose Bastien et Bastienne, ouais. Qui tout à coup compose comme Mozart, ou qui est Mozart. Mais là où je faisais un petit hochement de tête de désaccord avec Aurélie Morin, c'était que c'est proprium, c'est des propres de Dieu, pas des propriétés. Les propres de Dieu sont effectivement issus d'une longue tradition. Et ce qu'on se demande, c'est pourquoi, si il les considère comme n'appartenant pas véritablement à l'essence de Dieu, pourquoi il en fait un tel usage, hein, de fait, si et c'est pas le seul cas, comme pour l'homme parfait. C'est par exemple un des textes dans lesquels on trouve les métaphores les plus drôles. Enfin, j'ai un humour de spinoziste ou de prof, je ne sais pas, mais quand il nous explique que l'homme qui chercherait son bonheur ailleurs que dans la vérité ou dans l'immanence au divin serait comme le poisson qui, se disant
il n'y a pas d'éternité pour moi dans l'eau, je vais aller la chercher au dehors, et qui donc, sortant de l'eau, évidemment mourra beaucoup plus vite. Ou c'est encore là qu'il nous fait cette image ou cet exemple de l'homme ivre souhaitant le lendemain avoir tu ce qu'il s'employait à dire la veille lorsqu'il était ivre. Je pense vraiment qu'il y a là des textes ad hominem, c'est-à-dire qu'il vise quelqu'un quand il parle. Aurélie Morin. Oui, moi je pense, faudrait sans doute relire le court traité dans cette optique-là, mais moi je vois quand même qu'il règle ses comptes avec une tradition, et ce qui je dois bien l'avouer effectivement, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, est un peu tendu. Néanmoins, si cette interprétation-là a un sens quelconque, finalement, sans vouloir être... je serais de mauvaise foi si je campais sur des positions sans... Voilà. Mais effectivement... si j'ai raison, et s'il dit que si finalement il essaie de régler ses comptes avec toute une tradition, cela pose un souci majeur même avec l'éthique, ou avec le court traité, pardon, où le faux se détruit dès qu'on est dans la vérité. Et donc, bon, effectivement, je pense que cette interprétation ne peut pas tenir jusqu'au bout, effectivement. Cela dit, on va laisser de côté une querelle philologique pour entrer aussi dans quelques intuitions spinozistes qui sont totalement fulgurantes. Par exemple, dans le court traité, du néant, dit Spinoza, ne peut sortir quelque chose. Ce qui est créé n'est en aucune façon sorti du néant, mais doit nécessairement être créé par l'être existant. Une telle phrase donne à penser qu'au fond, le problème du court traité, c'est du moins la thèse que je vous soumets, est d'abord un problème de vocabulaire, et que au fond, le vocabulaire n'engage pas la pensée. Car Spinoza conserve un vocabulaire qui disparaîtra dans l'éthique, notamment la question de la création, l'idée même de création. Or, l'idée même de création dont il garde le verbe ici, s'accommode mal de l'idée qu'il n'existe pas de création ex nihilo. Il y a déjà chez Spinoza l'intuition que le néant, la représentation du néant ou l'idée du néant n'est qu'un effet de l'imagination. Qu'en somme, comme son nom l'indique, le néant n'existe pas, que du néant ne peut sortir quelque chose et que ce qui est créé n'est en aucune façon sorti du néant. Est-ce qu'au fond, si on enlève le verbe de créer et qu'on le remplace par ce qui existe n'est en aucune façon sorti du néant, est-ce qu'on n'est pas alors là à la fois de plein pied dans l'éthique justement, et aussi dans l'intuition proprement spinoziste, et qu'il a déjà à ce moment-là que ce qui existe existe, ce qui n'existe pas n'existe pas, et que rien de ce qui existe n'a surgi de ce qui n'existe pas. Joël Gano, Aurélie Morin, sur ce plan-là. Parce que là, pour le coup, c'est essentiel. Il faut choisir, là. Est-ce qu'on est spinoziste ou pas ? Non, il ne faut pas choisir. C'est-à-dire, il faut se souvenir que esse pour lui, c'est producere. C'est-à-dire que être est toujours dynamique. Il ne faut pas comparer Spinoza ou lui adresser des accusations toujours hypothétiques vis-à-vis de la tradition. Spinoza, c'est presque déjà Hegel, c'est-à-dire, au fond, être pour lui, c'est un être en mouvement, un être dynamique, un être qui se produit. Dans cette perspective-là, on ne voit effectivement pas ce que serait que le néant, sinon un être de raison ou d'imagination, et on ne voit pas non plus comment l'homme, et c'est ce qu'il dit, pourrait penser sa propre mort, c'est-à-dire c'est du même ordre, d'une certaine manière, l'homme, en tant que vivant, ne pense pas lui-même mort. Ça lui est un impossible... métaphysique, épistémologique, méthodologique, comme on voudra le dire. Aurélie Morin, avant de vous donner la parole, je voudrais vous soumettre à l'un et à l'autre un texte de Bergson, extrait de la pensée et le mouvement. Bergson
partage avec Spinoza bien des choses, contrairement aux apparences, notamment la critique de l'idée de néant. Bergson prend un exemple assez drôle d'ailleurs pour ça. Il dit, si vous allez chercher un poème dans votre bibliothèque et que vous tombez sur un livre en prose, vous allez dire, ah, ce ne sont pas des vers. Or, dit Bergson, vous n'avez pas vu une absence de vers. De sorte que le néant de vers, ici, vient d'une attente déçue. Et l'idée même de néant, à partir de là Bergson extrapole, l'idée même de néant est le prototype de ces faux problèmes que les hommes se posent parce qu'ils prennent le monde pour leur désir et parce qu'ils confondent une attente déçue avec ce qu'il en est de la réalité elle-même. Voici le texte de Bergson. Les philosophes ne se sont guère occupés de l'idée de néant, et pourtant elle est souvent le ressort caché, l'invisible moteur de la pensée philosophique. Dès le premier éveil de la réflexion, c'est elle qui pousse en avant, droit sous le regard de la conscience, les problèmes angoissants, les questions qu'on ne peut fixer sans être pris de vertige. Je n'ai pas plutôt commencé à philosopher que je me demande pourquoi j'existe. Et quand je me suis rendu compte de la solidarité qui me lie au reste de l'univers, la difficulté n'est que reculer. Je veux savoir pourquoi l'univers existe. Et si je rattache l'univers à un principe immanent ou transcendant qui le supporte ou qui le crée, ma pensée ne se repose dans ce principe que pour quelques instants. Le même problème se pose cette fois-ci dans toute son ampleur et sa généralité. D'où vient, comment comprendre que quelque chose existe ? Et Bergson continue en disant « Si j'écarte ces questions pour aller à ce qui se dissimule derrière elles, voici ce que j'y trouve. L'existence m'apparaît comme une conquête sur le néant, ce qui aux yeux de Bergson est le prototype d'un faux problème, et j'ai l'intuition, qu'en dites-vous Aurélie Morin, qu'à cet égard Bergson est profondément, qu'il l'ait ou non en tête d'ailleurs consciemment à cet instant, qu'il est profondément spinoziste. » Je pense que il n'est pas sans rapport finalement. Enfin, il y a de nombreux rapports finalement entre Bergson et Spinoza. Et sur ce point-là, pourquoi pas effectivement. Moi, je voudrais quand même revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure et sur le fait, finalement, sommes-nous déjà ou pas d'ici dans l'éthique ? Le passage qui a été lu tout à l'heure, le chapitre 4 des actions nécessaires de Dieu, finalement, montre tout à fait effectivement qu'on est déjà dans l'éthique, ou en tout cas il y a déjà une nécessité, on retrouvera exactement le même texte dans l'éthique. Alors peut-on faire fi des distinctions de vocabulaire ? Moi je pense véritablement à la distinction entre âme, esprit, et finalement Spinoza a-t-il déjà conscience que le mot âme, dans le court traité, a-t-il déjà conscience que le mot âme a des connotations tout à fait, qu'il faut enlever, des connotations religieuses ou pas. Donc, autrement dit, dans l'éthique, il parlera d'esprit et plus d'âme. Faut-il, dans le court traité, déjà sous le terme d'âme, entendre esprit ou pas ? Donc ça, effectivement, c'est une question qu'on pourrait se poser pour voir si à quel niveau il se trouve en deçà ou pas de l'éthique. Et ceci étant dit, pour montrer cette tension finalement entre les deux textes, si on regarde la toute fin de l'éthique et le chapitre sur la liberté, on se rend compte que Spinoza a déjà une intuition finalement de l'activité. Il dit notre entendement a une existence ferme par laquelle il produira en lui-même des idées et en dehors de lui-même des effets qui s'accordent avec sa nature et qui ne dépendent d'aucune cause extérieure. Permettez-moi Aurélie Morin de vous signaler que vous avez commis un lapsus fort intéressant. Vous avez parlé de la fin de l'éthique en désignant la fin du court traité. La fin du court traité. Je m'en suis pas rendu compte. Mais effectivement, donc, ceci étant dit, peut-être si j'ai finalement commis ce lapsus, c'était effectivement pour montrer que cette intuition-là de l'activité est déjà en place dans le court traité. Ce sera la définition même de la liberté dans l'éthique. Donc voilà, il y a quand même moi je pense que finalement en deçà finalement ou au-delà des distinctions de vocabulaire, il y a des véritables points communs entre l'éthique et le court traité. Et si effectivement on peut se dire que c'est là proposer une lecture rétroactive du court traité, que seul un lecteur de l'éthique a pu faire, je pense vraiment qu'il faut penser le court traité comme le premier moment de la pensée de Spinoza, comme le premier moment sur un chemin qui nous mène à la béatitude, avec le même sens au sujet de la béatitude. Joël Gano.
Oui, alors là, parfaitement d'accord sur tout l'ensemble. Sauf qu'évidemment, il ne faut pas oublier qu'il a dû écrire ça en latin et que du coup, alors là, c'est le traducteur du texte qui parle. C'est-à-dire que nous n'avons pas tous, ni en néerlandais, ni en latin, ni en français, le même nombre de termes pour désigner ce qui est mens, dont on n'a pas d'équivalent en français. Anima. Qu'on traduit par esprit, en général. Non, c'est spiritus qui devrait être traduit par esprit. Anima qui est l'âme. Descartes dit même qu'il emploierait bien esprit pour traduire mens, mais esprit est trop matériel pour lui. Esprit, c'est encore l'esprit des alchimistes. C'est encore une sorte de corps éthéré, quelque chose comme ça. Et donc, quand on a en néerlandais ziel ou geest, pour donc l'âme et l'esprit, on n'est pas très très sûr de ce que finalement le traducteur a voulu dire. Voilà, sinon parfaitement d'accord avec Aurélie Morin. Il y aurait beaucoup à dire sur ce texte, et notamment sa deuxième partie, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'homme, sur l'idée spinoziste que l'homme n'est pas une substance, sur ce qu'il dit de l'amour, sur la façon dont la raison aux yeux de Spinoza nous conduit à nous séparer des biens périssables, ce qui n'est pas sans rappeler le début qui lui est contemporain, donc du traité de la réforme de l'entendement. On s'éloigne des biens périssables dont l'obtention est certaine, mais dont la nature est douteuse, pour un bien impérissable, dont l'obtention est difficile, mais dont la nature de bien ne fait pas de doute, sur l'idée que, sur ce qu'il dit de la moquerie, de la raillerie, de la honte, de l'impudence, de l'ingratitude, du regret. Et il y a une petite distinction, vraiment, il y aurait 1000 pistes à des discussions ici, mais une petite distinction, puisqu'on arrive au terme de cette émission, une petite distinction, parce que c'est une distinction objective sur laquelle je voudrais qu'on revienne très très rapidement maintenant. C'est celle que Spinoza élabore dans le court traité entre 4 genres de connaissances. Or, dans l'éthique, il n'y en a que 3. Je voudrais vous demander, à l'un comme à l'autre, Aurélie Morin, Joël Gano, d'être non pas elliptique, mais extraordinairement concis sur ce sujet. Aurélie Morin. Mais finalement, je pense qu'il n'y a pas ici de réelle différence entre le court traité et l'éthique. Il est vrai que le nombre de genres de connaissances change. Ceci étant dit, si on regarde la deuxième partie de l'éthique, où il est question de cette distinction-là, on se rend bien compte qu'il y a, dans un certain sens, 4 genres de connaissances, puisque le premier est bien divisé en oui-dire et en expérience vague. Il faut préciser, juste premier genre de connaissance donc, par l'imaginaire, oui-dire, expérience vague, etc. Premier genre de connaissance. Donc, deuxième genre de connaissance mathématique, vrai. Troisième genre de connaissance, science intuitive, qui a la véracité du deuxième genre de connaissance, mais la célérité absolue de l'intuition, pour le dire très rapidement. Aurélie Morin, pardon. Oui, donc effectivement, moi je pense véritablement qu'il n'y a pas de différence pour compter finalement entre les différents textes de Spinoza, que ce soit le traité de la réforme de l'entendement, le court traité et l'éthique. Je pense qu'il y a 4 genres de connaissances, ou 3 comme on voudra dire, si on veut dire imagination, raison, science intuitive, ou si on veut distinguer dans l'imagination le oui-dire et l'expérience vague. Je pense que la véritable différence n'est pas dans le nombre des genres de connaissances, mais finalement dans la nature de ces genres-là, et pas tant finalement dans la nature du premier, mais ce qui fait véritablement difficulté, c'est la nature du second dans le court traité, la raison, et peut-être également la nature du troisième, à moindre niveau sans doute. Mais je crois vraiment que ce qui pose difficulté, c'est que faut-il entendre, la véritable question, c'est que faut-il entendre par raison dans le court traité. Et ne sommes-nous pas très loin finalement, et je serais assez tentée de le dire, de ce qui sera dit dans l'éthique. Et il n'est pas encore question de notions communes. Enfin voilà, la raison n'est pas capable de produire l'amour. Alors qu'en est-il du deuxième genre de connaissance dans l'éthique ? Est-il capable de produire cet affect-ci ou pas ? Voilà, je pense que la véritable différence, c'est sur la nature des genres de connaissance, du deuxième et du troisième plutôt essentiellement finalement, mais pas tant sur le nombre. Il n'a pas encore compris que la raison était une passion active. Joël Gano, là-dessus, pour finir. Là-dessus et pour finir, je reviens à Bergson et à la question de l'ordre attendu et de l'ordre trouvé. Le moment
effectivement, Aurélie Morin a raison. Le moment où Spinoza percevra que tout être est au maximum de sa perfection pourra lui permettre de basculer vers un entendement actif. Et en attendant, peut-être qu'il y a ce tampon de la raison qui est un peu indécis dans le court traité. Mais j'insiste sur un point tout de même, c'est que la fin du travail de Spinoza, c'est pas l'éthique, c'est le politique. Et dès le court traité, il me semble que la figure du politique intervient sous la forme du lectorat. C'est-à-dire que finalement, ce qu'il a en face de lui comme lecteur, comme figure de interindividualité, c'est celui qui est capable de raison ou qui est guidé par la passion. Laissons ouverte cette perspective. Il faut en finir, même si évidemment on n'en a jamais fini avec cette éternitative. Voilà, nous parlons sous l'aspect de l'éternité, mais aussi sous l'aspect de la durée. Et la durée nous impose de mettre un terme à cette émission. Je voudrais quand même qu'on laisse le mot de la fin à Spinoza lui-même, c'est-à-dire à Georges Claes, et à une ultime définition dans le court traité, qui est la définition qu'il propose de la liberté humaine, qui est une définition pour le coup d'une limpidité telle qu'elle permet peut-être, après coup, de comprendre bien des choses qui se trouvent dans l'éthique. Le dernier mot donc à Spinoza. Georges. L'existence stable qu'obtient notre entendement par son union immédiate avec Dieu pour produire en lui-même des idées et tirer de lui-même des effets qui s'accordent avec sa nature, sans que ces effets soient soumis à des causes extérieures qui les puissent changer ou transformer. Par ce qui a été dit, on voit aussi clairement ce que sont les choses qui sont en notre pouvoir et ne sont soumises à aucune cause extérieure. En même temps, nous avons démontré la durée éternelle et constante de notre entendement. Voilà. C'était donc le mot de la fin, c'est aussi la fin de la semaine, c'est également la fin de la journée pour nous. Un grand merci à vous deux, Aurélie Morin, merci à vous. Joël Gano. Merci d'avoir participé à tout cela. Joël Gano, je signale que vous êtes le traducteur de ce qu'on a appelé les premiers écrits de Spinoza dans l'excellente érudite collection Épiméthée aux presses universitaires de France. Quant à vous, Aurélie Morin, on est impatient de voir ce qu'une thèse sur le troisième genre de connaissances chez Spinoza pourra donner. 10h50 sur France Culture, tout de suite le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël, oui, on retrouve aujourd'hui Simon Cratchley pour son livre « Les philosophes meurent aussi ». On avait commencé l'entretien hier et il continue aujourd'hui. Bonjour Simon Cratchley. Bonjour. Les philosophes meurent aussi, c'est le titre que vous avez choisi de donner à votre livre qu'on trouve chez François Bourin, éditeur, en tout cas dans la traduction française, et dans lequel vous relatez la mort de près de 200 philosophes. Alors c'est un livre à la fois drôle et intelligent, on peut le lire comme une anthologie d'auteurs à caractère anecdotique, qui s'assume comme tel, mais le livre est bien plus que ça, puisqu'il part de la mort des philosophes pour montrer comment le rapport des philosophes à leur propre mort nous dit quelque chose en réalité sur la philosophie elle-même et même sur l'histoire de la philosophie. Et le paradoxe inhérent à cette question de la mort, en fait, c'est tout simplement celui de tout le monde craint la mort. Parfois, les personnes, on peut être terrorisé par la mort. Et cependant, si l'on pouvait vivre éternellement, s'il y avait un prix à payer pour la vie éternelle, qui serait prêt à le payer? Personne. C'est que l'immortalité, finalement, nous effraie autant que la mort. Oui. Est-ce que c'est pas ça le paradoxe? Oui, mais l'immortalité terrestre serait horrible. Oui. Il y a une histoire de Jonathan Swift dans le Gulliver's Travels, dans le livre 3, où il raconte le voyage de Gulliver, oui. Le voyage de Gulliver, voilà. Où il raconte les histoires des gens qu'il appelle les Struldbrugs. Et ces Struldbrugs sont marqués avec une tache noire sur le visage. Il vit éternellement. Il vit, c'est une immortalité terrestre. Et c'est une vie épouvantable. Oui? On trouve les Struldbrugs assis dans les coins. Ils ne comprennent rien de la langue. Ils n'intéressent à rien. Donc, notre désir pour une immortalité corporelle ou terrestre, c'est vraiment notre problème aujourd'hui.
pour nous, c'est la longévité qui est devenue notre présupposé de la vie. Et une chose qui arrive de cette histoire des mots des philosophes, et pourquoi la longévité est-elle en soi un bien? Oui. Mais ça, c'est quand même un positionnement qui est proprement occidental, il me semble. Dans la mort des philosophes que vous relatez, donc vous évoquez, il y a certaines morts de sages orientaux, il me semble, des saints également, mais ça reste quand même une conception qui est proprement occidentale de la mort. Oui et non. J'ai voyagé en Chine il y a 4 ans et j'ai fait un peu de recherche sur le philosophe classique chinoise et on trouve à peu près pas les mêmes positions, mais les positions parallèles que ce qu'on trouve dans la philosophie occidentale. Donc, je ne sais pas. Je pense que il y a une certaine, je ne sais pas, occidentalisation de la mort. Et ça c'est un problème parce que nous avons perdu, à mon avis, nous avons perdu les rituels, les rites autour de la mort. Nous ne savons comment faire face à la mort. Nous savons qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut dire, quels sont les mots qu'il faut utiliser quand quelqu'un est mort. On ne fréquente pas les cadavres, oui. Et ça, donc la mort dans le monde, dans l'Occident, est devenue quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne regarde pas en face. Et ça, c'est un vrai problème pour nous. Mais est-ce que le problème n'est pas équivalent en face? Justement, si on prend l'exemple, vous semblez déplorer l'absence de rituels et de termes pour évoquer la mort. Si l'on prend l'exemple des livres des morts, par exemple, des Égyptiens ou Tibétains, ces livres qui décrivent minutieusement les rituels nécessaires pour se préparer, pour se préparer à la vie après la mort, en réalité. Est-ce que ce type de rituel-là n'a pas pour conséquence de faire de la mort une illusion? Oui. En affirmant que la vie va continuer après la mort, est-ce qu'elle n'enlève pas à la mort sa réalité première? Oui, je pense que la popularité énorme actuelle pour le livre des morts tibétains ou égyptiens, c'est que ces livres-là, qui sont magnifiques, décrivent de manière très détaillée le passage de cette vie à une autre vie. Oui. Et le présupposé de ces deux livres-là, c'est que la mort est illusoire. La mort, c'est une illusion. Et mon thèse dans ce livre, qui est très simple, c'est que la mort est réelle. Oui, c'est une réalité qu'il faut faire face. Et donc, il y a quelque chose, et la philosophie est quelque chose qui pourrait nous souvenir de cette réalité-là. Qui nous rappelle cette réalité. Oui, alors, voilà. Cette réalité... vous l'affirmez, vous essayez de la concevoir de face, mais ça ne vous empêche pas pour autant d'en rire, puisqu'il faut quand même le dire, dans ce livre, il y a des passages de mort qui sont très drôles. J'en cite quelques-uns juste pour exemple. Hypatie d'Alexandrie fut lapidée par une foule de chrétiens fanatiques et écorchée vive avec des coquilles d'huîtres. Oui. Boès subit d'atroces tortures avant d'être tué à coups de gourdin sur l'ordre du roi ostrogoth Théodoric. Jean Scott Erigen, grand philosophe irlandais, fut battu à mort par ses étudiants anglais. Avicenne succomba à un excès d'opium après un rapport sexuel un peu trop intense. Thomas d'Aquin est mort à 40 km de son lieu de naissance en se cognant la tête contre une branche d'arbre. Et Diderot est mort étouffé par un abricot. Merci beaucoup Simon Critchley. Le titre de votre livre, c'est « Les philosophes meurent aussi ». Alors c'est un ouvrage composé d'articles courts qui recensent tous la disparition d'un certain nombre de philosophes et qui viennent souligner le lien existant entre leur mort et leur pensée fondamentale. Vraiment, lisez-le, c'est passionnant, ça se lit à la fois comme une anthologie mais également presque comme un roman, et aussi on a vraiment une réflexion sur notre conception, notre rapport à la mort aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc je rappelle le titre, c'est « Les philosophes meurent aussi ». On trouve ça chez François Bourin, éditeur. Merci à tous, merci Adèle. C'est la fin des Nouveaux Chemins pour aujourd'hui et pour cette semaine. D'ailleurs, une semaine sur Spinoza, au terme de laquelle mes remerciements vont à nos invités Ariel Suami, Pascal Sévrac, Maxime Rovert, Julien Henry, Joël Gano et Aurélie Morin, mais également à Midia Portis-Guérin qui a assuré la réalisation impeccable de ces émissions avec courage et je dois dire abnégation, à Valérie Lavalard pour sa patience qui a accepté pour les besoins de cette semaine de travailler particulièrement tard le jour unique de son enregistrement, et enfin à Georges Claes dont la voix nous a accompagnés toute la semaine, toute la journée et en vérité depuis le début de ces émissions.
La semaine prochaine, on se retrouve pour parler cette fois-ci de la question des origines. Les origines de Gustave Courbet à l'origine de l'univers et inversement l'origine du monde. C'est la semaine prochaine. Retrouvez-nous enfin sur Internet, sur notre site Internet où vous attendent, comme tous les jours, le téléchargement des émissions de la semaine, l'écoute en ligne des émissions du mois et bien entendu une bibliographie.